Jusqu'où ira la Turquie un an après le coup d'État raté contre le président Recep Tayyip Erdogan? Le pays est devenu la plus grande prison au monde pour les journalistes. Les purges massives continuent dans la fonction publique. La répression contre les opposants est quasi systématique. Avec nous pour en parler, Dorothée Schmidt, directrice de recherche à l'Institut français des relations internationales, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient et auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier. Dorothée Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Lou Bureau vient ajouter son nom à la longue liste des journalistes emprisonnés en Turquie. Lou Bureau, journaliste indépendant français qui a notamment collaboré avec TV5 Monde. Dorothée Schmidt, on le sait, voilà des années que la presse est bâillonnée, que les journalistes turcs sont emprisonnés. Mais voilà, depuis quelques mois, on a l'impression qu'on a franchi un nouveau cap. Oui, alors c'est un sujet compliqué, la presse en Turquie, parce qu'en réalité, depuis la fondation de la République turque en 1923, on a toujours un problème de liberté des médias en Turquie et de développement de la presse. Et le paradoxe, c'est que les 10 premières années de présence au pouvoir de l'AKP, donc le parti islamiste que dirige Tayyip Erdogan, puisqu'il a à nouveau le droit de diriger son parti tout en étant président de la République, depuis donc une quinzaine d'années, on a d'abord eu une période de libéralisation de la presse avec une explosion du marché des médias en Turquie. Et puis depuis quelques années, on a vraiment une chape de plomb qui est en train de tomber sur toute la presse qui est en désaccord avec le gouvernement. Ça inclut essentiellement la presse kurde. Et puis de plus en plus la presse libérale d'opposition de type kémaliste. Et aujourd'hui, la nouveauté, comme vous voulez le souligner, c'est qu'on a aussi la presse étrangère qui est touchée de plus en plus par l'espèce de volonté de contrôle absolu de toute expression. Alors c'est une arrestation qui en rappelle une autre, celle de Mathias Depardon en mai dernier. Oui, et puis je vous rappelle qu'il y a eu Olivier Bertrand en novembre 2016, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le pouvoir turc cède jusqu'à obtenir libération ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire très clairement. Je pense qu'on a des cas de figure qui sont un petit peu différents pour ces trois journalistes. Dans le premier cas, pour Olivier Bertrand, c'était un moment où les tensions UE-Turquie, où les tensions entre les Européens et les Turcs étaient quand même moins fortes, et où la France avait toujours une bonne relation bilatérale diplomatique. C'était encore le cas au moment de l'arrestation de Mathias Depardon, mais il y a quand même eu besoin de beaucoup de négociations de la part du Quai d'Orsay. Et on ne sait pas très bien ce qu'Emmanuel Macron a donné, entre guillemets, au président Erdogan pour obtenir la libération de Mathias Depardon. Et là, ce qui est frappant, c'est que ce jeune homme, il est tout jeune, c'est un étudiant en journalisme. On a le sentiment qu'on est vraiment dans un cas de figure qui défie complètement la rationalité. Et la différence par rapport aux deux autres, c'est qu'il a été inculpé, et là, ça va être plus compliqué. Oui, ça va être beaucoup plus compliqué de le sortir de cette espèce de piège dans lequel, finalement, s'enferment aujourd'hui les journalistes qui veulent travailler sur les questions difficiles en Turquie, puisqu'il faut obtenir des autorisations spéciales. Donc certains prennent le risque de travailler sans accréditation, sans autorisation, et notamment les journalistes freelance, qui était le cas de ce jeune homme. Alors pour comprendre cette arrestation, il faut peut-être comprendre la situation géopolitique actuellement dans la zone. Concrètement, Lou Bureau a été arrêté pour avoir eu des liens avec les combattants kurdes de Syrie, les YPG. Alors qui sont-ils, ces YPG? Les YPG, ce sont les unités militaires qui combattent en Syrie du côté des Kurdes et qui sont aujourd'hui, c'est le problème de la Turquie principale, c'est le grand allié des Américains dans la lutte de reconquête des territoires syriens contre l'État islamique. Et notamment, ce sont les YPG qui sont en première ligne dans l'offensive pour la reprise de Raqqa, qui est la deuxième capitale de l'État islamique. Après la reprise de Mossoul en Irak, aujourd'hui, on attend la reprise de Raqqa. Pour le moment, les YPG qui travaillent sous le parapluie plus général de ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui travaillent donc avec des unités arabes, ont repris à peu près 40% de la ville. Donc ça, c'est ce sur quoi nous, occidentaux, nous focalisons. Mais ce qui obsède les Turcs, c'est que ces combattants kurdes ont réussi à kurdiser toute une partie du territoire syrien qui se trouve à la frontière avec la Turquie, qu'ils avaient 3 cantons qu'ils ont été sur le point pratiquement de rallier, et qu'à ce moment-là, on aurait eu les 2 tiers de la frontière syrienne qui, en continu, aurait été occupée par des Kurdes que les Turcs considèrent comme des cousins du PKK, ce fameux
parti séparatiste qui mène des opérations dans le sud-est de la Turquie. Cette fois. Et à travers donc, le combat contre Daesh, l'idée c'est aussi d'avoir cette autonomie. C'est gagné, c'est pas gagné? Alors, on ne sait pas exactement quelle est la réelle stratégie politique des Kurdes de Syrie. Il est clair qu'il présente un discours d'autonomisation. Il voudrait obtenir probablement une forme de solution fédérale avec une forme d'autonomie dans le cadre syrien, un petit peu comme les Kurdes d'Irak l'ont obtenu dans le cadre de la fédération irakienne. Mais le problème, c'est que tout ceci a, vu d'Ankara, un possible effet de contagion sur les Kurdes de Turquie. Or, la Turquie, c'est le pays qui abrite le plus de Kurdes de la région. C'est un pays où les Kurdes ont été à deux doigts d'obtenir un accord avec le gouvernement pour faire progresser leurs droits politiques. Et puis en 2015, on a eu une rupture du processus de paix et on est reparti dans une lutte à mort entre les forces de sécurité turques et le PKK, donc ce parti kurde en Turquie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut soupçonner le pouvoir turc de jouer double jeu avec Daesh ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de dire ça. Ce qu'on peut considérer, c'est que pendant un certain temps, il y a eu une sorte de négligence et peut-être un calcul stratégique qui était que Daesh était une force montante dans la région qui combattait contre Bachar el-Assad. À l'époque, la Turquie était l'ennemi de Bachar el-Assad. Oui, c'est très compliqué car aujourd'hui, la Turquie n'est plus l'ennemi de Bachar el-Assad ou en tout cas présente parmi ses premiers ennemis en Syrie les fameux Kurdes du YPG. Daesh figure probablement en deuxième dans la liste. Et la guerre a été déclarée contre Daesh en 2015, ce qui explique qu'on a eu aussi des opérations de Daesh en Turquie. La semaine dernière, ça n'a pas empêché les attaques terroristes sur le sol turc. Oui, tout à fait. Et la semaine dernière, on a eu 1000 arrestations, plus de 1000 arrestations en Turquie. Sur ces 1000 arrestations, on avait à peu près 800 gulenistes, donc cette fameuse confrérie islamiste qui est censée être responsable du coup d'État de juillet 2016. De Fethullah Gülen, qui est actuellement exilé aux États-Unis. On avait environ 200 Kurdes, et puis on avait quand même une cinquantaine de militants de Daesh, et puis quelques militants d'extrême gauche. Donc peut-être que ça donne un peu l'idée de la façon dont le pouvoir turc entrevoit aujourd'hui les menaces vitales. On a d'abord Gülen, ensuite le PKK et les YPG, et après on a Daesh. Et on peut se demander si cette crise syrienne profite peut-être à Erdogan? Je ne crois pas du tout qu'elle profite à Erdogan. Je crois qu'il y a eu pas mal d'erreurs de calcul diplomatique qui ont été faites sur la crise syrienne et aujourd'hui peut-être des erreurs militaires aussi, puisque vous savez que la Turquie est engagée militairement en Syrie. Elle a mené à bien une opération dans le nord de la Syrie précisément pour empêcher le rattachement de ces cantons kurdes. Cette opération a été officiellement déclarée terminée fin mars de cette année, mais en réalité les Turcs maintiennent une présence en Syrie et ils ont ces derniers jours renforcé leur présence. On a donc beaucoup de rumeurs d'une nouvelle offensive turque en territoire syrien contre les Kurdes. Or, si Ankara s'engage dans cette nouvelle opération, ça va poser des problèmes absolument insolubles. Alors depuis ce coup d'État avorté il y a un an, menace de peine de mort, la chasse aux sorcières a été lancée, arrestation, limogeage, et tout secteur confondu, les enseignants, les intellectuels, les opposants, les gulenistes. Ça y est, on ne peut plus arrêter Erdogan dans sa dérive totalitaire? Ce qui est assez embarrassant pour les analystes, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui est à mon sens le plus judicieux pour arriver à comprendre ce qui se passe en Turquie, c'est de raisonner en comparatif avec des régimes autoritaires qui traversent des phases de turbulence. Donc l'année dernière, on avait un pouvoir qui était en train de devenir un pouvoir complètement personnel, avec une pyramide extrêmement stricte où tout remontait à Tayyip Erdogan. Et puis on a cette tentative de coup d'État militaire à laquelle personne ne s'attendait parce qu'on pensait que l'armée avait été très largement nettoyée de tous ces éléments d'opposition. Et à partir de là, un président de la République qui est évidemment dans une logique de sécurisation absolue, ce qui explique ces arrestations massives, puisqu'aujourd'hui on a 50 000 personnes en Turquie qui sont en prison du fait de ce coup d'État militaire. Et cette logique de nettoyage de l'environnement social et politique en Turquie, elle ne s'arrête pas. Et le problème, c'est qu'il faut absolument, pour stabiliser la Turquie, parvenir à une nouvelle solution de consensus. Or, les arrestations se poursuivent. Comme je vous le disais, la semaine dernière, les autorités turques ont encore très fièrement annoncé plus de 1000 arrestations. Et donc, c'est extrêmement embarrassant d'imaginer que ce pouvoir, qui finalement est en train de s'isoler, construit de nouvelles oppositions. Et j'imagine qu'avec le référendum d'avril dernier, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, le référendum, comment ça se traduit concrètement dans la société? Il a permis de sécuriser les institutions du point de vue du président, c'est-à-dire qu'il a renforcé les pouvoirs présidentialisé complètement le régime et que on était déjà dans un système
où les contre-pouvoirs avaient été maîtrisés. Mais aujourd'hui, officiellement, le président et l'AKP et son parti peuvent vraiment contrôler absolument le système institutionnel. Alors, la Turquie est membre de l'OTAN, tisse des liens avec les États-Unis, l'Iran, la Russie, le Hezbollah, le Hamas également. Elle qui va être reconnue sur la scène internationale, c'est plutôt bien parti. La Turquie a eu une diplomatie émergente qui a eu des succès absolument formidables pendant les 10 premières années de l'AKP. Et en réalité, ce sont les printemps arabes qui ont sonné le glas de cette politique très brillante, parce que la Turquie a fait des erreurs de calcul et la Syrie est l'erreur de calcul le plus évident de cette politique. Et pour revenir à cette question kurde dont on parlait au départ, aujourd'hui, on a vraiment un choix qui va être très compliqué à faire pour les États-Unis, qui travaillent avec les YPG, puisque pour eux, la priorité, c'est la guerre contre la terreur et c'est se débarrasser de Daesh, et le rallié turc de l'OTAN, qui est la tête de pont de l'OTAN dans la région, qui est la deuxième armée de l'OTAN en nombre d'hommes, et qui se comporte comme finalement un allié conditionnel, je dirais. Et la place de la Turquie sur cette scène internationale, alors, sur le Moyen-Orient? La Turquie s'est beaucoup isolée au cours des 2 ou 3 dernières années. Le rapprochement avec la Russie est une sorte de rééquilibrage qui, pour moi, est en trompe-l'œil, parce qu'en réalité, je pense que Vladimir Poutine domine complètement le jeu. Et on a une nouvelle difficulté diplomatique qui est survenue au cours du mois dernier, qui est la dispute au sein des pays du Conseil de coopération du Golfe, avec la Turquie qui a pris parti très bruyamment et très immédiatement pour le Qatar face à l'Arabie Saoudite. Or, la Turquie avait de bonnes relations avec ces deux pays. Elle a besoin des financements de ces deux pays. Elle ne peut pas se permettre de se brouiller avec les Saoudiens uniquement pour soutenir le Qatar. Et rapidement, Dorothée Schmitt, malgré ces dérives, j'imagine qu'aujourd'hui l'Europe ne peut pas compter sur la Turquie pour gérer peut-être la crise des migrants ou lutter contre le terrorisme. De toute façon, la Turquie est un allié qui est extrêmement important, que ce soit sur le plan stratégique militaire avec les crises qui se multiplient au Moyen-Orient, et sur effectivement le containment de ces migrants syriens, mais c'est lié aussi au conflit. C'est aussi un partenaire économique extrêmement important. Le problème, ce serait que le gouvernement turc aujourd'hui utilise sa position stratégique pour faire du spoiling, comme on dit joliment en français. C'est-à-dire que finalement, c'est un pays qui menace sans cesse de renverser la table à tout moment, alors qu'on a besoin d'un partenariat qui soit stable et on a besoin d'une relation de confiance. Il n'y a plus de relation de confiance avec la Turquie aujourd'hui, entre la Turquie et l'Occident. Et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Dorothée Schmitt, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier.